Bonjour à toutes et à tous. Je suis Jean-Michel Gaudron, responsable du contenu et des événements au sein de Lux Innovation, et j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce webinaire de présentation de la loi du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l'ère du Covid-19. Ce webinaire en langue française est organisé conjointement par le ministère de l'Économie et par Lux Innovation, l'Agence nationale de promotion de l'innovation. Alors, la loi a été votée la semaine dernière à la Chambre des députés. Elle a pour objet d'inciter les entreprises qui se trouvent en difficulté financière en raison de la situation actuelle à réaliser quand même des investissements prévus, lesquels investissements auraient été soit annulés, soit reportés en raison de la crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19. Alors, ce webinaire va vous donner tous les détails concernant les modalités d'application de cette loi. N'hésitez évidemment pas à poser vos questions au fur et à mesure de l'exposé qui va suivre. Ces questions seront ensuite traitées dans la partie questions-réponses juste après la présentation. Alors, vous êtes pour l'instant presque 300 personnes à être connectées pour ce webinaire. Il sera donc probablement difficile de répondre à toutes les questions qui seront posées. Nous nous efforcerons évidemment de répondre à un maximum en live, mais sachez qu'une foire aux questions sera également publiée sur le site guichet.lu et dans laquelle seront reprises toutes les thématiques, qu'elles aient été ou non traitées et abordées dans le webinaire d'aujourd'hui. Vous aurez également la possibilité de revoir ce webinaire en replay grâce à un lien que vous recevrez juste après la conférence. Et sachez évidemment que toutes les équipes de Lux Innovation se tiennent à votre disposition pour vous fournir toutes les informations nécessaires à l'obtention des aides proposées. Voilà, alors avant de passer à la présentation de la loi en tant que telle, je vous invite d'abord à prendre connaissance d'un mot de bienvenue adressé par le ministre de l'Économie, M. Franck Fayot. Bienvenue à cette conférence en ligne. Nous vous présentons aujourd'hui un nouveau régime d'aide qui s'inscrit dans le programme Neustart du gouvernement. En stimulant de manière substantielle les investissements dans l'ère du Covid-19, le nouveau régime d'aide permet aux entreprises de rebondir le plus rapidement possible après la crise qu'elles traversent actuellement. 3 types d'aides sont prévus. Une aide à l'investissement en faveur des projets de développement, un soutien à l'investissement pour des projets d'innovation de procédés et d'organisation, et une aide à l'investissement en faveur des projets d'efficacité énergétique ou de dépassement des normes. L'intensité de l'aide varie selon le projet et la taille de l'entreprise. Avec une majoration de 20% sur l'aide accordée, nous allons également encourager les entreprises à développer en particulier des produits et des solutions circulaires. Le Luxembourg devient ainsi le premier pays européen à accorder un tel supplément d'aide pour des projets d'investissement qui respectent les principes de l'économie circulaire. À l'instar d'autres mesures pour soutenir les entreprises, ce nouveau régime d'aide fait ainsi partie de la politique de relance durable de l'économie nationale. La relance sera l'opportunité de repenser notre société et de favoriser un autre modèle qui permette une meilleure résilience économique du pays face à des crises comme celle qu'on vit actuellement. Pour le développement futur, nous devons continuer à prendre en compte les préoccupations en matière de respect de l'environnement, d'utilisation plus efficiente des ressources et de qualité de vie. Je remercie les organisateurs de cette conférence en ligne et vous souhaite à toutes et tous une session intéressante. Voilà, donc vous avez un aperçu très général de cette loi. On va maintenant rentrer vraiment dans le vif du sujet avec la présentation plus détaillée concernant les modalités, les conditions d'éligibilité et le détail des aides accessibles pour les entreprises. Pour cela, je cède ma place à Ernest Bever en charge de l'instruction des dossiers PME au sein de la Direction générale Recherche, Propriété intellectuelle et Nouvelles technologies du ministère de l'Économie. Ernest, c'est à vous. Merci beaucoup, Jean-Michel, pour l'introduction. Moi, je vais rebondir directement sur les paroles de Monsieur le ministre Franck Fayot, à savoir quelle est la raison d'être de ce régime d'aide, mais c'est effectivement pour que les investissements qui, dans des périodes où le chiffre d'affaires baisse, sont soit reportés ou pas du tout réalisés, pour quand même les stimuler. Respectivement, les investissements, on le sait, sont toujours des éléments stratégiquement importants pour quand même les stimuler et les lancer. Alors, concernant la forme de l'aide, il s'agit d'une subvention en capital qui est non remboursable et ces 800 000 euros sont considérés par groupe, c'est-à-dire il faut considérer toutes les sociétés qui sont liées ou partenaires
de la société qui fait la demande. Autre élément important à ce niveau-là, ce régime d'aide n'est pas seul sur le plafond des 800 000 euros. Il y a encore 3 autres régimes, à savoir les avances remboursables qui ont déjà été lancées en avril, le fonds de relance de la solidarité pour entreprises et les aides, et en plus le 3e régime, les aides forfaitaires de relance pour le commerce de détail. Le montant qui est éligible sera en fait calculé par rapport aux éléments qui sont prévus par la loi. Je propose de passer maintenant aux critères d'éligibilité qui sont en fait pour les 3 éléments qu'on vient de l'expliquer, monsieur le ministre. Le premier élément, c'est en fait, il faut qu'on puisse constater une baisse de 15% du chiffre d'affaires sur la période d'avril à juin, compris. À ce niveau-là, on compare avec les situations en 2019, soit sur la même période de mois, soit on prend une moyenne sur l'ensemble de l'année, une moyenne mensuelle sur l'ensemble de l'année, et l'entreprise peut choisir celle qui lui est le plus favorable. Autre élément de base, il faut disposer d'une autorisation d'établissement et il faut qu'elle soit délivrée avant le 18 mars 2020. C'est en fait le moment où l'état de crise a été décrété par le gouvernement. En principe, tous les secteurs sont concernés, mais sont exclus le secteur de la production agricole primaire, la pêche et l'aquaculture, qui sont en fait concernés par d'autres réglementations de subventions distinctes. Autre élément important qui est tout à fait particulier dans ce régime d'aide, il ne faut pas démarrer le projet avant l'accord ou la décision du ministre. Dans les régimes normaux, on peut démarrer dès qu'on a déposé la demande d'aide. Ici, il faut attendre impérativement la réponse ou la décision favorable du ministre. Quand on parle de démarrage du projet, ça veut dire, on entend par là une commande, un contrat qui ne peuvent pas être signés. C'est-à-dire, il faut surtout rien signer avant l'accord du ministre. Autre élément, c'est en fait l'investissement minimum qu'il faut faire, qui en fait varie en fonction de la taille de l'entreprise. Ainsi, pour les petites et micro-entreprises, il faut que ce soit un projet hors TVA d'au moins 20 000 euros. Pour les moyennes entreprises, 50 000 euros. Et pour les grandes entreprises, au moins 250 000 euros hors TVA. Alors, autre critère important, c'est celui d'entreprise en difficulté. Il n'est pas le même pour les différentes tailles de l'entreprise, à savoir pour les moyennes et les grandes entreprises, ces critères de ratio des pertes ou disons que la consommation, la disparition du capital social par des pertes reportées, ce ratio-là sera calculé pour les pour les moyennes et les grandes entreprises. Par contre, ces critères ne seront pas considérés pour les micro et les petites entreprises. C'est un avantage important pour cette taille d'entreprise. Il ne faut tout de même pas, pour les micro et les petites entreprises, être dans une procédure collective d'insolvabilité. Alors, la taille de l'entreprise. La taille de l'entreprise est déterminée sur base d'un règlement européen et en fait, il est composé de 2 critères. Le premier critère concerne les équivalents temps plein, donc les personnes qui sont occupées. Et le deuxième concerne les éléments financiers, comme le chiffre d'affaires ou bien le total bilan. Quand vous prenez par exemple un nombre limite intéressante moyenne entreprise, ou petite entreprise, pardon, une entreprise est considérée comme petite quand le groupe dont elle fait partie a moins de 50 employés et il faut au moins un des 2 critères, chiffre d'affaires ou total bilan, soit en dessous des 10 millions d'euros. Si ces 2 critères sont remplis, la société est petite. Si un critère n'est pas rempli, vous repassez dans la catégorie qui se trouve au-dessus.
dans la détermination de la taille de l'entreprise, il faut bien entendu tenir compte de toutes les sociétés qui sont partenaires ou bien qui sont liées. C'est pour ça que nous demandons dans la demande d'aide un organigramme juridique, c'est-à-dire avec les participations de l'actionnariat et les participations dans les différentes sociétés, que ce soit vers le haut ou vers le bas, pour qu'on puisse faire cette analyse correctement. Alors ici, il y a un exemple, il y en a en tout deux. Ici, c'est une première entreprise qu'on peut considérer comme autonome parce qu'en fait, si vous regardez bien, elle a 3 actionnaires et ces 3 actionnaires ne sont pas actionnaires dans d'autres sociétés. C'est-à-dire, cette société n'a pas de société partenaire ou bien de société liée. Deuxième élément qu'on voit ici, quand on regarde les différents seuils, que ce soit employés, il y en a 18, le chiffre d'affaires 3 400 ou bien le total de bilan, on constate que c'est en fait une petite entreprise. Pour être une micro, ce n'est pas possible parce qu'elle a dépassé les 10 employés. Voici un de mes exemples où on développe en fait la société qu'on a vue tout à l'heure. Vous le voyez à votre droite, il y a à nouveau Madame A, Monsieur B et Madame C avec l'entreprise A. Mais ici, Madame A a 51% dans une deuxième société, l'entreprise B, qui elle a en fait détient 100% de l'entreprise C. Dans ce cas ici, il faut en fait regarder si les sociétés B et sociétés C sont dans le même marché ou bien un marché contigu pour savoir est-ce qu'on les comptabilise oui ou non. Supposons ici, dans le cas présent, ils sont dans le même marché. Supposons qu'ils produisent tous les deux. La société A produit des remorques. La société B est une société qui est dans la transformation de produits métalliques et la société C produit des remorques. Dans ce cas-là, il faut considérer l'ensemble comme un groupe. Quand on regarde de plus près, on constate en fait en faisant l'addition des effectifs et le chiffre d'affaires, le total de bilan, on constate que c'est une grande entreprise. Passons maintenant aux différents régimes individuels. Nous en avons 3. Le premier régime concerne en fait les projets de développement, où il y a un volet économie circulaire qui va être très important, qu'on va aussi considérer dans les demandes. Nous avons également les projets d'innovation de procédés ou bien d'organisation. Et le troisième type de projet sont ceux qui concernent l'efficacité énergétique ou bien quand on dépasse les normes environnementales. On va les passer maintenant rapidement en revue tous les 3. Alors ici, nous prenons les projets de développement qui sont en fait des investissements proprement dit. Il faut que l'investissement contribue à l'extension d'un établissement, c'est-à-dire on agrandit et on a une augmentation de la quantité produite. Deuxième élément, ça peut être aussi une diversification des activités, c'est-à-dire on fait de nouveaux produits ou bien de nouvelles prestations. Ou bien le troisième élément, c'est que ça peut être aussi un changement fondamental de l'ensemble du processus de production ou des prestations pour un établissement qui existe. Dans ce cas-là, on a aussi un élément qui permet à la société d'être éligible. Parfois, c'est même un mélange des deux, une extension ou bien une diversification dans la plupart des cas. Mais attention, il n'y a pas tous les coûts qui sont éligibles, c'est-à-dire les coûts qui sont à la création de nouvelles entreprises ne sont pas éligibles. Le remplacement des équipements, c'est-à-dire il n'y a ni augmentation de production, ni de nouveaux produits, ne sont pas considérés non plus comme éligibles. Le matériel roulant, que ce soit pour transport ou même sur les sites de production ici, ne sont pas considérés. Et les investissements qui consistent en fait à se conformer à des dispositions législatives ne sont pas considérés éligibles quand ça se fait individuellement. Maintenant, venons à l'élément particulier qui est en fait celui de l'économie circulaire. Si un élément d'économie circulaire qui peut détecter dans ce projet d'investissement, donc c'est tout d'abord il faut que ce soit éligible et ensuite on peut regarder si ce critère est rempli, il y a en fait une augmentation du taux d'intervention. Qu'est-ce qu'on entend par économie circulaire? Il faut que ce soit
une utilisation de façon plus efficiente des ressources naturelles, ou bien il faut trouver que l'utilisation du produit est prolongée, ou bien un réemploi du produit, ou bien la recyclabilité du produit est augmentée, ou bien réduire substantiellement le contenu de produits, de substances dangereuses qui peuvent être utilisées dans le produit. Et finalement, un autre élément, c'est s'il y a la production des déchets qui a pu être évitée ou réduite. Ça, c'est donc le régime pour les investissements, donc qui sont appelés le développement. Passons maintenant au deuxième type de projet, ceux qui sont en fait les projets d'innovation, de procédés et d'organisation. De quoi s'agit-il en fait? C'est quoi une innovation de procédé? C'est quand on met en œuvre une méthode de production ou de distribution nouvelle qui est sensiblement améliorée par rapport à ce qui se fait actuellement, et ça veut dire qu'il faut quand même des changements significatifs au niveau technique, matériel ou logiciel. Donc ça, c'est le procédé. Et l'innovation d'organisation, c'est quand il y a une nouvelle méthode organisationnelle dans l'entreprise qui est installée, qui concerne les pratiques commerciales, l'organisation du lieu de travail, ou bien les relations extérieures avec l'entreprise. En fait, soulignons ici qu'on peut aussi on considère aussi que, par exemple, le télétravail peut être considéré comme une innovation d'organisation. Ce qui est important à voir ici, c'est qu'il faut une contribution significative du personnel de l'entreprise dans ce type de projet. Et c'est ça qui les distingue, en fait, fondamentalement des investissements qu'on a vus il y a 2 minutes, où en fait, on achète un équipement qui est installé, où on fait un réglage de paramètres et ensuite c'est parti. Ici, il faut quand même que le personnel de la société soit plus concerné pour mettre ce type de projet en place. Finalement, le troisième régime, le troisième type d'investissement concerne les projets qui améliorent l'efficacité énergétique ou bien qui permettent de dépasser les normes environnementales. Dans le premier cas, il faut en fait pouvoir diminuer la quantité d'énergie qui est consommée. Alors, il faut le mesurer ou bien on peut estimer cette consommation avant et après la mise en œuvre de ce projet pour pouvoir constater cet effet. Dans le deuxième cas, c'est un investissement qui permet à l'entreprise d'aller au-delà des normes nationales ou bien d'augmenter le niveau de protection de l'environnement en l'absence de telles normes. Ici, à nouveau, il y a certains coûts qui ne sont pas concernés, enfin qui ne sont pas éligibles, à nouveau le matériel roulant, mais également, ça c'est important, les investissements qui visent à se conformer aux dispositions législatives actuelles en vigueur, c'est-à-dire une société qui veut se mettre en règle qui ne l'était pas avant, cet investissement ne peut pas être considéré comme éligible. Alors, venons maintenant aux coûts qui sont admissibles, les types de coûts qui sont admissibles, respectivement les taux qui sont appliqués, qui est quand même intéressant de savoir. Ils sont regroupés dans ce tableau-ci selon les 3 types, tout en signalant bien entendu que le plafond est de 800 000 € par groupe. Donc, il faut regarder l'entreprise plus toutes les autres qui font partie du même groupe. Donc, pour les projets de développement, donc d'investissement, tous les actifs incorporels ou bien incorporels qui sont acquis dans le cadre du projet et qui seront amortis donc à ce niveau-là. Alors, pour les micro-entreprises et les petites entreprises, l'intervention de l'État est de 30%, pour les moyennes entreprises, 25%, et pour les grandes entreprises, de 20%. Maintenant, si on peut détecter un élément d'économie circulaire dans ce type de projet, il y a un bonus de 20%. Ça veut dire que les micro-entreprises passent à 50% d'aide, les moyennes entreprises à 45% et les grandes entreprises à 40% pour ce type d'investissement. Dans le deuxième type d'investissement, c'est en fait des projets d'innovation, de procédés ou bien d'organisation. Ce sont non seulement les actifs corporels et incorporels, mais également les frais de personnel qui sont impliqués à ce niveau-là.
la recherche contractuelle qui est éventuellement faite avec des centres de recherche et d'autres frais d'exploitation ou de consommables, des fonds consommables qui sont utilisés dans le projet. Et là, on passe, indépendamment de la taille de l'entreprise, à 50%. Donc, la moitié de ce projet est prise en charge par l'État. Dans le dernier cas, c'est-à-dire les types d'énergie d'efficacité énergétique, les types de projets d'efficacité énergétique et de dépassement des normes, ce sont également l'acquisition d'actifs corporels et incorporels. Et là, on est pour les 3 tailles d'entreprise également à 50%. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire une demande? Tout d'abord, nous vous conseillons d'aller voir sur le site guichet.lu qui vous explique en fait les différentes modalités du projet. Et tout à fait en bas, vous avez la possibilité de vous connecter à MyGuichet et c'est là que vous pouvez faire la demande concrètement. Donc, vous passez sur myguichet.lu, vous créez un espace professionnel qui est le vôtre et si vous ne le disposez pas encore, ben vous le créez et ensuite vous sélectionnez dans les différentes démarches qui sont disponibles la démarche MECO, Covid-19, projet d'investissement ICO. Ensuite, vous allez voir une partie générale que vous pouvez taper directement sur le site dans la démarche, qui concerne en fait la partie générale, c'est-à-dire les critères généraux pour être éligible. Et vous allez constater qu'il y a également chaque fois 2 formulaires par type d'investissement qui sont disponibles, qui concernent en fait d'un côté la description du projet et de l'autre côté les éléments financiers que vous remplissez en fait dans ces formulaires. Ensuite, quand vous avez préparé ces formulaires, les 2, plus la partie sur le MyGuichet, vous joignez encore les autres pièces qui sont demandées dans le cadre de ce type précis que vous avez choisi et vous envoyez la demande. À partir de ce moment-là, vous avez déposé valablement votre demande et elle viendra chez nous au ministère pour qu'on puisse faire l'instruction. Alors, au niveau timing, comment ça va se présenter? À partir de maintenant, les formulaires sont disponibles, la loi est en vigueur, vous pouvez déposer vos demandes d'aide. Il faut savoir que Lux Innovation est à votre disposition pour vous accompagner à préparer les demandes. Ça ne veut pas dire que Lux Innovation les prépare pour vous, mais il peut vous conseiller pour vous aiguiller vers l'un ou vers l'autre type d'investissement qui convient en fait le mieux à votre projet. Vous pouvez bien entendu introduire 2 ou 3 demandes si c'est nécessaire. Vous pouvez ensuite déposer la demande via MyGuichet et vous devez le faire au plus tard pour le 1er décembre. À partir du moment que vous avez déposé votre demande, c'est le ministère de l'économie qui va se charger de l'instruction et en fait le résultat de l'instruction sera alors une décision ministérielle et dans le cas où elle sera favorable, c'est que nous l'espérons tous, vous pouvez démarrer votre projet, c'est-à-dire vous pouvez lancer vos commandes, vous pouvez signer des prêts par exemple, les contrats pour la recherche contractuelle avec un organisme de recherche public par exemple, mais il faut surtout, il ne faut pas commencer avant. On sait très bien qu'il y aura un petit stress pendant cette période parce que tout le monde veut bien démarrer, mais il ne faut surtout pas démarrer avant d'avoir la décision du ministre. Important aussi, c'est que vous avez 2 ans pour réaliser le projet. Pour des projets où il s'agit d'acquisition de machines, d'équipements et les mettre en place, ça va relativement rapidement. Je ne pense pas que vous allez avoir des soucis. Par contre, si vous faites des projets plus grands qui relèvent plus de la recherche, donc un projet de recherche d'organisation, là, vous risquez de prendre un peu plus de temps, ou bien un projet de construction. Donc, attention aux 2 ans, veillez bien à ce que vos projets soient finis, clôturés et les factures payées en déant les 2 ans. À partir de ce moment-là, où le projet est clôturé, vous pouvez introduire vos demandes de paiement qui doivent en fait être documentées avec des factures et des preuves de paiement de ces factures. Maintenant,
ce que vous pouvez faire, c'est que si un projet qui dure plus longtemps, vous pouvez demander des avances. Si vous pouvez demander tous les ans, par exemple, ou tous les 6 mois, vous pouvez faire une avance si c'est nécessaire pour les projets qui sont plus lents. Mais sachez que ce sont des avances et ce n'est qu'à la fin du projet où on constate que le projet a bien répondu à ce qui a été présenté, que ces avances seront validées et seront définitivement dues. Alors, passons maintenant à quelques cas concrets pour que vous puissiez vous faire une meilleure idée de quoi il s'agit dans les différents régimes. Il y a tout d'abord 3 cas concrets pour le premier régime qui est celui de l'investissement avec ou non d'un élément d'économie circulaire. Nous avons ici une société qui souhaite investir dans un broyeur supplémentaire. Ce qui est important, c'est supplémentaire parce qu'il y en a déjà un, ici il y a en plus. Ce broyeur, en fait, permet de préparer des matières premières pour le processus de production. Donc, cet investissement permet d'augmenter la quantité produite. Donc, l'investissement est éligible. Maintenant, est-ce qu'il y a un élément d'économie circulaire ici? Non. Il n'y en a pas. Tout est comme avant. Il n'y a pas un élément particulier. Mais prenons l'exemple ici, où c'est toujours d'un broyeur supplémentaire qu'on parle. Donc, l'investissement en soi est éligible, mais ce broyeur, il a aussi la particularité qu'il permet d'utiliser des matières premières secondaires, c'est-à-dire des déchets qui viennent soit de l'entreprise ou bien d'une autre entreprise, et l'intégrer dans le processus de production. À ce moment-là, on peut constater qu'il y a effectivement un élément d'économie circulaire et ce projet peut bénéficier des 20% supplémentaires. Ici, un autre exemple, un peu dans un rayon différent. C'est une entreprise qui, de manière générale, s'est lancée pour mettre en place un modèle qui, en fait, c'est plus le produit qu'on vend, mais on vend un service et qui concerne des éléments de construction. Ils ont des pavés en béton et qu'elle propose de reprendre et que ces pavés peuvent être réutilisés. Donc, ce n'est pas le pavé qu'on vend, on vend le service, on met les pavés à disposition. Cette société investit dans une machine de nettoyage des pavés et également un nouveau concasseur pour récupérer les pavés qui ne sont plus réutilisables. Ben, ces deux investissements sont à la base déjà éligibles parce qu'ils permettent de faire de nouveaux produits. Et en plus, ça concerne l'économie circulaire dans le sens où c'est une réutilisation, respectivement un recyclage. Cet élément permet en fait d'avoir le supplément, le bonus de 20%. Voici un exemple qui concerne un projet d'innovation d'organisation. La société souhaite mettre en place une interface digitale pour commercialiser des produits sur mesure, mais au lieu qu'il y ait un installateur qui se rend sur le site de la société, tout le système sera changé de telle manière que le client va recevoir une interface qui lui permet de prendre les mesures nécessaires et de déterminer lui-même quel produit il lui faut et de préparer la commande. Et grâce à ce support en ligne, elle peut faire donc la commande. Ici, il s'agit clairement plus d'une installation d'une software normale, mais c'est tout un projet d'innovation de l'organisation qui s'enracine profondément dans l'organisation de la société. Ce projet, bien entendu, est éligible. Il va au-delà d'un investissement. Le dernier cas qu'on a ici, le dernier exemple, c'est en fait un exemple qui concerne les niveaux d'émission des gaz qui sont exigés. Et en fait, la société les respecte déjà, mais pour une raison que les propres, elle souhaite aller au-delà et investir dans une nouvelle unité de traitement des gaz qui permet de diminuer davantage le niveau des émissions polluantes. Ici, nous sommes clairement dans le cas où les normes sont déjà respectées. Donc, on va au-delà. Et là, on tombe en fait dans les projets d'investissement du troisième type, qui est en fait celui de dépassement des normes environnementales ici concrètement. Voilà, ceci pour les exemples. Maintenant, qui contacter? Mais vous avez déjà, pour vous aiguiller dans le cadre de vos, pour préparer les demandes, vous avez
Luxe Innovation, mais vous avez également ici au ministère, il y a des échanges qui sont faits, surtout à partir du moment où vous avez déposé votre demande, parce qu'à ce moment-là, c'est en fait le ministère qui prend le relais. Donc, vous êtes tous invités à contacter, à voir sur le site, à contacter Luxe Innovation pour la préparation des dossiers. Donc, ici, nous arrivons vers la fin. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de questions qui ont été posées et je repasse la parole à Jean-Michel. Merci beaucoup, Ernest, pour cette présentation très détaillée. Voilà, je remets la caméra. Merci beaucoup, donc Ernest. Donc cette présentation sera disponible dans le courant de l'après-midi sur le site de Luxe Innovation. Et je vous rappelle aussi que vous recevrez un lien pour pouvoir revoir en replay tout ce webinaire dont vous aurez l'occasion de pouvoir faire aussi des arrêts sur image sur les différents éléments qui vous intéressent le plus. Nous allons donc maintenant effectivement entrer dans la partie questions-réponses de ce webinaire. Donc, comme l'a expliqué Ernest, cette loi du 24 juillet comprend 3 aides à l'investissement distinctes, une aide en faveur des projets de développement, une pour les projets d'innovation de procédés et d'organisation, et puis une dernière pour les projets d'efficacité énergétique ou de dépassement des normes. Nous allons donc organiser la session questions-réponses en 4 parties distinctes qui dureront environ 6-7 minutes chacune. La première concernera des considérations plus générales et puis les 3 autres seront dédiées successivement aux 3 thèmes couverts par la loi. Alors, pour commencer sur la thématique des critères généraux, je vais m'adresser à Bob Fight, chargé de la direction au service des aides d'État du ministère de l'Économie. Première question, Bob. Les entreprises ayant introduit une demande au chômage partiel peuvent-elles également solliciter cette aide? Est-ce que le calcul des coûts admissibles est impacté? Merci Jean-Michel. En effet, une question très récurrente. Toutes les entreprises qui ont déjà bénéficié du chômage partiel restent évidemment éligibles pour ce nouveau régime d'aide. Cela dit, aussi les entreprises qui continuent à profiter du régime du chômage partiel sont éligibles évidemment sous réserve qu'il n'indique pas des frais de personnel concernant le personnel qui se trouve en chômage partiel. Donc, la réponse est clairement oui, qu'une entreprise peut profiter à la fois du chômage partiel et de ce nouveau instrument d'aide. Toujours dans le même esprit, il y a eu des questions sur l'avance remboursable. Donc, si jamais il y a une entreprise qui a déjà bénéficié d'une avance remboursable, est-ce qu'elle peut continuer à profiter de ce nouveau régime d'aide? La réponse est un peu plus nuancée. L'avance remboursable doit être cumulée avec l'aide accordée sur base de ce nouveau régime d'aide. Comment est-ce que c'est cumulé? Est-ce qu'il y a un plafond sur le cumul? En effet, le plafond s'élève à 800 000 € par entreprise unique. Donc, c'est-à-dire par groupe, donc toutes les entreprises liées qui font partie d'un groupe et, par exemple, qui ont déjà bénéficié d'une avance remboursable, doivent être considérées lorsqu'on octroie une nouvelle aide sur base de ce nouveau régime d'aide. Donc, très important pour le régime des avances remboursables, toutes les aides doivent être considérées pour ne pas dépasser le plafond de 800 000 € pour ce nouveau instrument. Une autre question récurrente, c'était sur l'analyse de la baisse du chiffre d'affaires. Est-ce que la baisse du chiffre d'affaires est constatée, doit être remplie par mois ou est-ce que les 15% doivent être remplis durant les 3 mois? La réponse est la deuxième. Donc, en effet, une entreprise qui a subi une perte du chiffre d'affaires d'au moins 15% durant les mois d'avril, mai et juin 2020 par rapport à la même période 2019, voire par rapport à la moyenne mensuelle, est éligible, voire remplit ce critère. Donc, c'est très important. Si une entreprise ne remplit pas les critères de la baisse du chiffre d'affaires pour un mois, mais a subi une baisse consécutive du chiffre d'affaires durant le mois de mai et juin, et la moyenne est supérieure à 15%, elle remplit bel et bien ce critère. Après,
il y a une autre question concernant toujours la baisse du chiffre d'affaires. Sur quel niveau est-ce que la baisse est constatée? Est-ce qu'on regarde la baisse au niveau de la récurrente ou au niveau de la groupe, au niveau du groupe? Donc, pour vérifier le contrôle de la baisse du chiffre d'affaires d'au moins 15%, on regarde la récurrente, donc l'entreprise qui fait la demande via MyGuichet. Une autre question qui a été posée à plusieurs reprises par les entreprises porte sur la taille de l'entreprise. Comme expliqué tout à l'heure par Ernest, on doit effectuer une analyse du poids économique de l'entreprise. Donc, on regarde non seulement l'entreprise récurrente, mais aussi le groupe éventuel dont elle fait partie. À cette fin, on doit analyser l'effectif, le chiffre d'affaires et les bilans de la récurrente et du groupe à la date du dernier bilan clôturé, a priori au 31 décembre 2019. Par ailleurs, il y avait une autre question concernant l'investissement minimum. Oui, tout projet doit avoir un investissement minimum par type d'aide. Donc, si une entreprise porte un projet de développement, d'investissement en faveur d'un projet de développement, l'investissement pour une micro voire petite entreprise doit au moins être de 20 000 € hors taxe. Si par ailleurs elle porte un autre projet concernant l'efficacité énergétique ou le dépassement des normes, là aussi le projet doit être supérieur à 20 000 € pour les micro et petites entreprises, voire 50 pour les moyennes et 250 hors taxe pour les grandes entreprises. Après, il y a eu aussi quelques questions concernant la démarche. Oui, la démarche de la demande d'aide doit être réalisée à travers le site MyGuichet. Pour l'instant, la démarche est disponible uniquement en français. Il y a aussi plusieurs annexes à joindre, un fichier Excel et un document Word pour décrire un peu plus en détail le projet. Ces documents-là, ces annexes seront traduits d'ici septembre en anglais et en allemand. Mais si jamais il y a des questions concernant la traduction ou pour déjà remplir la démarche en français, n'hésitez pas à contacter le ministère ou encore Lux Innovation qui est là pour vous appuyer. Il y a aussi eu quelques questions concernant le délai de réponse du ministre. Jusqu'à quand est-ce que le ministère a le temps pour prendre une décision? Au plus tard, selon la loi, au 31 décembre 2020, donc cette année. Mais évidemment, on va faire de notre mieux pour traiter le plus vite possible toutes les demandes d'aide qui seront soumises au ministère. Une autre question pertinente posée sur la plateforme porte sur un éventuel contrôle. Est-ce que le ministère peut faire un contrôle du projet en question? La réponse est évidemment oui. Non seulement le ministère de l'économie peut réaliser un contrôle du projet pour vérifier si tous les critères ont été vraiment respectés, mais aussi la Commission européenne peut faire un audit du dossier en question. Enfin, encore une question sur le cumul des aides avec les régimes existants. Est-ce qu'un projet d'investissement peut à la fois bénéficier d'une aide sur base de ces nouveaux instruments d'aide et sur base des régimes classiques tels que les régimes de la recherche et l'innovation ou encore les régimes visant à protéger l'environnement? La réponse est non. On ne peut pas cumuler pour les mêmes coûts, donc pour le même projet, les mêmes coûts. Cela dit, l'entreprise peut bien évidemment, si elle porte deux projets, soumettre une demande d'aide pour ce nouveau instrument d'aide et l'autre sur base des régimes classiques existants. Voilà. Merci beaucoup, Bob, pour toutes ces précisions d'ordre général sur cette loi du 22 juillet. On va maintenant vraiment rentrer dans le détail des trois régimes d'aide différents. On commence par les aides aux projets de développement avec Ernest Bover, en charge de l'instruction des dossiers PME au sein du ministère. Ernest, première question, est-ce que les coûts de mise en service des installations sont éligibles au titre des actifs incorporels si jamais ces coûts sont immobilisés? Non, les coûts de mise en service où on a en fait le personnel qui essaye qui veille à ce que la machine soit installée, ils sont, même s'ils sont
immobilisés ne sont pas concernés dans ce type particulier d'investissement. Bon, ça c'est déjà un élément important. Je crois quelque chose qui revient aussi, c'est que est-ce qu'un crédit bail peut être concerné dans ce cas-ci, parce que c'est quand même un type d'investissement qui se fait aussi. C'est pas qu'on veut l'encourager, c'est pas du tout ça, mais c'est admis. Les sociétés peuvent aussi recourir au crédit bail pour faire les investissements. La procédure sera juste un peu plus compliquée. Je regarde ici encore d'autres questions concernant les projets. Bon, une question qui revient aussi, est en fait le matériel roulant. C'est une question qui revient tout le temps. J'y ai insisté. Non, le matériel roulant, il n'est pas considéré ici dans ce régime. Ça c'est clair. Maintenant, une autre question, c'est que combien de projets est-ce que je peux introduire dans le régime? Est-ce que je dois les mettre tous ensemble? J'en fais plusieurs. Bien entendu, vous pouvez faire plusieurs demandes. Ça, c'est important. Vous n'êtes pas limité à une seule demande dans le régime. Ce qui est important, c'est que chaque demande répond aux critères d'augmentation de la production. C'est-à-dire, si l'entreprise fait un investissement et le résultat, c'est l'augmentation de la production ou bien une diversification, un des trois éléments qui sont nécessaires pour être éligible, le projet il est complet et on peut le considérer en tant que tel. Si ce sont des projets qui sont vraiment tout à fait différents, vous pouvez introduire deux demandes séparées, ou bien si quelque part les deux projets sont quand même liés à un certain endroit, dans ce cas-là, vous pouvez faire une seule demande. Mais ça, il faut vraiment voir spécifiquement de quoi il s'agit. Voilà, donc ça c'est les questions essentielles qui sont considérées ici dans ce régime. Puisque j'en ai pas d'autres, je propose de repasser la parole à Jean-Michel. Merci Ernest pour ces quelques réponses aussi précises sur les questions qui sont parvenues au fil de cette présentation sur notre Livestorm. On va donc passer au deuxième volet concernant donc les différentes aides de cette nouvelle loi, concernant les projets d'innovation, de procédés et d'organisation. Et pour cela, je passe la parole à Marco Valentini, qui dirige la Direction générale recherche, propriété intellectuelle et nouvelles technologies au ministère de l'économie. Marco, première question, comment sont déterminés les coûts de personnel admissibles pour les projets d'innovation de procédés et d'organisation? Alors, bonjour. Bon, les coûts de personnel éligibles dans les projets d'innovation de procédés et d'organisation sont en principe des coûts internes, hein, donc des coûts internes à la société, puisque la loi précise également que pour être éligible, ces projets ne doivent pas se limiter qu'à des investissements matériels ou immatériels, mais il faut également un effort interne. Voilà, si je commence. Oui, si je vous invite. Alors, on a un petit souci technique, on n'arrive pas à vous voir. Est-ce que de votre côté, vous pouvez activer votre caméra? Parce qu'on n'arrive pas, nous, à le faire à distance. Attendez. Sinon, on pourra uniquement vous entendre, ce qui déjà est important et essentiel. Mais si on peut voir l'image en plus, ce serait mieux. Attendez, je vais cliquer là sur le lien. Bon, ça ne marche pas. C'est pas grave, on vous entend, okay. C'est l'essentiel. Donc effectivement, s'il y a eu d'autres questions sur les procédés d'organisation et d'innovation, donc allez-y, répondez aux questions.
Oui, j'ai vu quelques questions qui se rapportaient surtout à la question, je pense, de l'implémentation de sites Internet, donc, ou télétravail, par exemple. Là, je dirais, si le projet se limite à un investissement, hein, sans qu'il y ait d'efforts internes dans l'entreprise, qu'on ne fait que acquérir de l'équipement, je dirais que non, un tel projet ne pourra pas être soutenu par le régime d'innovation de projets, de procédés ou d'organisation. Là, j'inviterais peut-être à contacter Lux Innovation pour voir si un projet qui se limite simplement à l'acquisition d'équipements pourrait éventuellement être considéré à un autre niveau, mais pas à ce niveau-ci. Mais j'ai par exemple vu une question qui se rapportait à des projets de développement de logiciels comme un service. Là, effectivement, je suppose que là, il y aura des efforts également en interne, de personnel en interne pour développer une telle nouvelle méthode organisationnelle ou un produit. Donc là, oui, effectivement, je pense qu'un tel projet pourra être soutenu. Une question qui est d'un ordre plus général. Est-ce qu'on peut cumuler des projets? Je pense que chaque projet devra être regardé individuellement, hein. Donc, est-ce que si on fait une refonte d'un site Internet, oui, là, de nouveau, s'il n'y a pas d'effort interne, comme c'est quand même un projet d'innovation, donc il faudra quand même un effort sensible en interne et donc également des frais de personnel. Je pense que la refonte d'un site Internet, tout simplement, ne pourra pas se faire par ce régime d'aide. Voilà, je pense que c'est les questions en résumé que j'ai vues jusqu'à maintenant. Oui, Marco, il y a aussi des questions concernant le recrutement de personnes pour justement essayer de stimuler soit l'innovation, soit des développements commerciaux. Est-ce que ces types de recrutement entrent dans le cadre de cette loi? Je dirais, si quelqu'un doit engager pour réaliser un projet qu'on peut clairement qualifier d'innovation de procédé ou d'organisation, s'il doit employer du personnel supplémentaire dans le cadre d'un tel projet, oui, effectivement, on peut considérer ces frais de personnel. Ça dépend à chaque fois du projet. Il faudra évaluer à la vue de chaque dossier individuel. Très bien, merci beaucoup Marco Valentini pour ces précisions concernant donc les projets d'innovation de procédés et d'organisation. On entre maintenant dans le dernier volet de cette loi avec les projets d'efficacité énergétique ou de dépassement des normes environnementales. Et pour cela, je fais appel à Laurent Stock, qui est en charge de l'instruction des dossiers efficacité énergétique et protection de l'environnement au ministère de l'économie. Laurence, première question, est-ce que les investissements qui visent à améliorer l'efficacité énergétique d'un bâtiment, donc là on est vraiment dans le cas très général, est-ce que ces investissements-là sont éligibles au titre de la loi? Merci. Donc oui, donc les investissements pour les bâtiments, donc là, je fais la distinction pour les bâtiments existants et les bâtiments nouveaux. Donc pour les bâtiments existants, si là des mesures d'assainissement énergétique sont faites, tant pour l'enveloppe thermique du bâtiment que pour les infrastructures énergétiques, donc les chaudières, les systèmes de ventilation, de climatisation. Si là des mesures sont mises en place qui permettent d'économiser de l'énergie, ils sont éligibles à condition que les critères d'éligibilité sont respectés, c'est-à-dire qu'ils sont implémentés en dedans de 2 ans
et que c'est le propriétaire lui-même qui fait les investissements. Donc, la question était aussi venue si les promoteurs ils sont éligibles. Les promoteurs pour des bâtiments qui sont construits avec l'objectif d'être vendus, ils ne sont pas éligibles. Par contre, si un promoteur il veut construire un nouveau site administratif, il est éligible. Donc, oui, après, pour les nouveaux bâtiments, oui, là, c'est de nouveau le critère que ça doit être le propriétaire qui fait la demande et qui investit, et aussi que ça doit être réalisé en dedans de 2 ans. Et le bâtiment, il doit vraiment être plus performant que ce qui est requis par les obligations nationales. Donc, et l'évaluation se fait au moment où le bâtiment il est terminé. Donc, si dans les 2 années à venir, il y a des normes qui s'intensifient dans ce domaine-là, il faut les prendre en compte et il faut aller au-delà pour pouvoir bénéficier de l'aide. Après, d'autres questions qui étaient venues, c'était par rapport au matériel roulant. Aussi, de nouveau, est-ce que les voitures électriques ils sont éligibles? Non, les voitures électriques ils ne sont pas éligibles, comme tout le matériel roulant, il est exclu des critères d'éligibilité. Autre question par rapport à tout ce qui est de nouveau un peu relié au bâtiment, donc tout ce qui est le remplacement de lumière par des lumières LED, oui, ceux-là, ils sont éligibles. Après, je vais voir, je pense que c'est plus ou moins tout. Oui, je ne vois pas d'autres questions par rapport à l'efficacité énergétique maintenant. Parfait. Si on a fait le tour, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Laurence. Il y a aussi quelques questions qui ont été posées autour de la thématique de l'économie circulaire. Et pour ce point très précis, je vais à ce moment-là passer la parole à Christian Toc, qui va pouvoir y répondre également directement. Christian Toc, qui est en charge qui est le directeur des technologies durables au sein du ministère de l'économie. Christian, la parole est à vous pour ces quelques questions spécifiques à l'économie circulaire. Merci. Donc, il y a eu la question si, pour déterminer si le projet s'inscrit dans l'économie circulaire, il y a des seuils précis qu'on aurait fixés. Et une deuxième question, qu'est-ce qui se passe si jamais les objectifs ne sont pas atteints, celles qu'on avait prévues au moment de la demande? Il n'y a pas de seuil précis, tout simplement parce que l'économie circulaire est un champ très vaste et c'est très difficile de mettre dans une loi comme celle-ci ou dans un texte des seuils parce qu'on s'attend quand même à des projets très divers. Et donc, pour le moment, on n'a pas mis de seuil. On devra juger au cas par cas. Par contre, il faut que, bien sûr, la partie économie circulaire soit substantielle. Donc, il ne faut pas que ce soit juste un petit add-on d'alibi. Il faut vraiment qu'il y ait vraiment de la substance. Si les objectifs ne sont pas atteints, je pense que là, pareil, il faudra regarder au cas par cas. Si effectivement on n'a pas atteint à 100% ce qu'on avait prévu, mais qu'il y a quand même l'économie circulaire, bien sûr, il n'y aura à mon avis pas de problème. Par contre, si au final aucun objectif de l'économie circulaire a été atteint et qu'il n'y a vraiment plus d'éléments d'économie circulaire, là il faudra peut-être revoir l'aide. Il y avait une question aussi sur qu'en est-il d'un équipement pour améliorer la gestion des déchets, donc le tri et la préparation en vue de la recyclabilité. À nouveau, si dans le cadre général du projet de développement, c'est éligible, c'est-à-dire que ce n'est pas un remplacement de matériel, mais c'est vraiment une extension de l'activité. Si c'est quelque chose de nouveau que l'entreprise veut faire, on peut considérer bien sûr la préparation des déchets en vue d'un recyclage comme élément de l'économie circulaire. Donc voilà, je pense que ça, c'était les 3 questions les plus importantes en économie circulaire. Et donc, je repasse la parole à Jean-Michel. Merci beaucoup, Christian. Voilà, on a fait à peu près le tour de la question, même si c'est un tour qui sera toujours non exhaustif parce qu'il y a tellement d'aspects différents dans ces lois, dans cette loi et dans ces différentes aides, qu'il y aura toujours des questions qui seront posées. Vous étiez près de 300 à être connectés pour suivre ce webinaire. Un grand merci à vous tous d'avoir assisté à cette présentation. Un grand merci aussi à tous nos intervenants, Ernest Bever, Bob Fight, Christian Toc, Marco Valentini et Laurence Toc.
Je vous rappelle bien sûr que les équipes de Lux Innovation sont à votre disposition pour vous accompagner dans l'élaboration de votre dossier de demande de subvention. Je vous rappelle que vous allez recevoir dans quelques minutes un lien pour revoir en replay ce webinaire. Donc, vous pourrez là aussi réécouter, réentendre et revoir les différents critères d'éligibilité et les différents points importants concernant ces différentes aides. Vous trouverez également sur notre site internet dans le courant de la journée les slides de présentation et tout prochainement sur le site de guichet.lu une foire aux questions qui sera la plus complète possible et qui reprendra la majorité, voire la quasi-intégralité des différentes questions posées aujourd'hui, auxquelles on a pu répondre ou pas. Mais en tout cas, toutes les thématiques seront évidemment couvertes par ce FAQ. Et puis, voilà, vous aurez comme ça un maximum d'informations concrètes et pertinentes autour de cette nouvelle loi. Sachez aussi que 2 autres webinaires similaires sont prévus. Le 5 août à 11 h, il aura lieu en langue luxembourgeoise. Et le 9 septembre, toujours à 11 h, cette fois-ci en langue anglaise, de manière là aussi à couvrir un très, très grand panel d'entreprises et de personnes concernées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore un tout grand merci à toutes et à tous d'avoir participé et assisté à ce webinaire. Je vous souhaite de passer une très, très belle journée, de très, très belles vacances pour ceux qui vont partir et un bon courage pour ceux qui viennent de rentrer. Au revoir.